Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre live Twitch, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, peu importe. Aujourd'hui, on va parler, bi-hebdomadaire, on en fait même pas deux par semaine. Aujourd'hui, on va parler des Professional Services chez OVH Cloud et c'est pas moi qui vais parler, donc je suis accompagné de Lionel Sultan. Bonjour Lionel. Eh ben, enchanté, salut Olivier. Je te laisse te présenter un petit peu. Avec grand plaisir. Lionel. Eh ben, écoute, Lionel Sultan, je suis en charge de l'activité Professional Services au sein d'OVH Cloud. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur à la fois cloud, IT, télécom. J'ai démarré en tant qu'ingénieur. J'ai ensuite évolué vers des postes de chef de projet, directeur de projet et ensuite sur des postes de direction de practice ou de business unit. Et j'ai la chance d'avoir rejoint OVH Cloud il y a à peine 2 ans et demi de cela pour développer et créer cette équipe, cette belle équipe de Professional Services. Voilà, d'un point de vue perso, je suis marié, j'ai la chance d'avoir 2 beaux enfants. Voilà. Félicitations, bravo. Merci. Et on est accompagné aussi de Cyril Conan qui est avec nous. Pareil, je vais te laisser te présenter à notre public. Bonjour à tous, donc Cyril Conan. Moi, ça va faire un petit peu plus d'1 an maintenant que j'ai rejoint les équipes d'OVH, OVH Cloud. Et du coup, je fais partie des équipes de Lionel au Professional Services. Je suis Solution Architect et mon rôle, j'accompagne les clients tous les jours pour les aider à utiliser nos solutions. Ok, nos solutions Professional Services, on va un petit peu parler de tout ça, on va en parler en détail. On va commencer, écoute Lionel, on va commencer par toi. Avec plaisir. J'ai envie de dire donc Professional Services. Donc en gros, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se passe chez OVH quelle est ton activité? Vas-y, dis-nous tout. Eh bien écoute, par quoi puis-je commencer? Le sujet est Vaste vaste. sujet. Je vais peut-être démarrer par le fait qu'on intervient sur 3 grands piliers, 3 grands domaines. Le premier, c'est accompagner nos clients dans la formation de nos solutions, comment adopter nos solutions facilement. Donc voilà, on a tout un pan d'accompagnement, technical enablement, on peut appeler ça, donc l'accompagnement technique. Deuxièmement, on a aussi un pilier autour de sujets d'installation, de setup, on va dire de build, donc soit de construction de leur infrastructure ou de migration de leur VM ou de leurs instances vers OVH Cloud. Donc là, on les aide, on les accompagne pour ceux qui ont besoin de ce type d'assistance pour migrer plus simplement. On a les sachants dans nos équipes qui accompagnent et qui savent comment accompagner ces clients-là sur ce domaine-là. Et le troisième pilier, pour synthétiser, c'est un pilier qui est lié, on va dire, du conseil technique. Le conseil technique, ça peut être par exemple comment je peux construire une architecture redondante et sécurisée, comment je peux mettre en place un plan de reprise d'activité, comment je peux optimiser mon plan d'adressage IP, comment je peux cloudifier mes applications. Voilà, on a un certain nombre de cas d'usage autour de ce troisième domaine. Donc voilà peut-être pour les 3 grands domaines d'activité. Et ensuite, ces services professionnels, ce n'est pas que des services, ça repose avant tout sur des experts, sur des hommes et des femmes, des architectes cloud principalement, et une équipe donc avec un savoir, avec des compétences techniques multiples et variées. Des compétences autour du réseau, bien évidemment, de la sécurité, du cloud, de la virtualisation. On touche à des domaines où les équipes connaissent très bien évidemment, le VMware, qui est un de nos gros partenaires technologiques, le Nutanix, tout ce qui est cloud native, on parle de Kubernetes, beaucoup sont certifiés, CKA, CKAD, et j'en passe. Il y a du Proxmox, il y a pas mal de choses, c'est très très vaste. Donc voilà, ça repose avant tout sur ces personnes-là. Et cette équipe-là est basée principalement en France, mais également en Allemagne et en Inde. Pourquoi en Inde? On a racheté il y a quelques années de cela, il y a peut-être 4 ans à ma connaissance, une partie des activités de VMware qui s'appelait vCloud Air. Et en rachetant cette entité, on a pu Qu'est-ce aussi... qu'elle faisait cette entité? C'était quoi son... C'était, en fait, ils avaient des data centres dans le monde, donc c'était l'entité data center, on va dire, d'hébergement de VMware. VMware s'est dit, on est spécialiste plutôt dans le domaine du logiciel, de virtualisation, on va céder cette activité, OVH est positionné dessus. On a racheté aussi, on a pu migrer, les équipes ont migré tous les clients de VMware vers nos propres centres de données. Donc on a effectivement une équipe d'experts qui ont pu migrer ces clients, ces grands clients mondiaux vers OVH Cloud. Et l'équipe aujourd'hui est basée en Inde. D'accord, donc toi tu gères un petit peu toutes ces équipes-là. C'est exactement ça. Je vois à peu près du coup comment c'est organisé, mais là tu nous as lâché un flot d'activités et de technologies. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le tri là dans tout ça? Donc j'ai entendu parler, donc effectivement, VMware chez nous c'est plutôt ce qu'on propose dans l'offre Private Cloud. Hosted Private Cloud, Voilà. exactement, tout à fait. Tu as parlé de Nutanix aussi, non? Exactement, oui. ouais, tout à fait. On a aussi une offre managée autour de
autour de Nutanix et nos clients ont pas mal de cas d'usage différents. Parfois, ils veulent savoir comment mettre en place du disaster recovery plan, du backup, comment migrer peut-être de telle ou telle solution de virtualisation vers du Nutanix. Donc oui, effectivement, ça fait partie d'un des cas d'usage. Du Proxmox, les clients qui ont du Proxmox souvent utilisent nos solutions bare metal, mais veulent savoir comment architecturer ça, comment mettre en place la bonne infrastructure pour faire reposer et pour comment migrer effectivement leurs applications. Proxmox, pour quelqu'un qui saurait ce que c'est que Proxmox, en gros, c'est quoi? Juste pour info. C'est une solution qui est un petit peu similaire à ce que VMware, Nutanix va D'accord, c'est proposer. de la virtualisation. Voilà, D'accord, ok. c'est une solution, c'est un operating system qu'on va installer sur un serveur et qui va nous permettre de faire de la machine virtuelle. D'accord. Donc là, en fait, tu es en train de me dire que tu as des équipes qui font à la fois de la formation, de l'accompagnement, de la migration, du conseil technique, sur l'architecture ou sur différents. Voilà. Et là, tu m'as donné donc des exemples qui sont du host private cloud. Mais est-ce que ça va au-delà ou c'est vraiment que host private cloud? Non, ça touche tous les univers d'OVH Cloud et notre offre est large. Donc on a des univers autour du bare metal. On a l'univers Hosted Private Cloud, on touche aussi à tout ce qui est Web Cloud et enfin tout ce qui est Public Cloud où j'inclus toute la partie AI Machine Learning, Database, Kubernetes. Voilà pour quelques exemples finalement de produits sur lesquels nos experts vont accompagner nos clients qui le souhaitent, soit pour une fois de plus, pour la montée en compétences qu'il y a besoin ou tout simplement pour, dépendant de leur cas d'usage, une simple assistance sur du réseau, sur la sécu, sur la migration, sur l'architecture. Voilà, chaque cas client est différent, on va dire, et on a. Voilà. J'imagine, ouais. Donc, et private cloud, bare metal, public cloud, web cloud. Allez, allons-y. Web cloud avec tout ça, et évidemment donc le réseau qui sert aussi à faire communiquer tout ça. Exactement. Sur tous les sujets, sur tous les produits, sur toutes les plateformes. Exact. Ça paraît impressionnant, mais on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des architectes cloud, des solution architectes qui effectivement ont toute cette palette de connaissances et certifiés en fonction des différentes personnes sur l'ensemble de ces technologies. Et on les bien évidemment, chacun aussi, dans son rôle, au-delà d'accompagner nos clients, ont aussi une bonne partie de leur temps, passent une bonne partie de leur temps sur de la montée en compétences sur l'ensemble de ces domaines, pour toujours être au top de ces technologies. D'accord, je fais exprès un petit peu de pousser le trait parce que je sais que vous êtes assez modeste, mais il faut se rendre compte quand même de l'ampleur du périmètre sur lequel vous intervenez qui est assez vaste et du coup, avec des équipes qui finalement doivent toucher à tout et de manière régulière. Juste une petite question, du coup, fait de l'accompagnement, fait de la formation, de la migration. C'est du support ou c'est pas du support? Parce que en fait, là l'idée c'est qu'on va commencer à démarrer une petite campagne de live, pour parler du support chez OVH. Et donc moi je pensais vraiment m'inscrire dans ce cadre-là. La première chose que tu m'as dit c'est non, c'est pas du support. Je dis bon d'accord, on va quand même faire ce live, on est là. Mais du coup, quelle va être la différence entre votre activité et une activité telle qu'on la connaît ou pas encore, en tout cas chez OVH? Écoute, merci Olivier de poser la question. Du coup, en fait, le support comme les professional services dépendent d'une direction qui est la direction service client. Donc on est tous orientés. Voilà, vous êtes tous au même endroit. Exactement, on est tous là pour finalement améliorer l'expérience de nos clients avec nos solutions. Les équipes support vont très souvent intervenir sur des cas d'usage d'incidentologie. Ils ont un problème sur leur infrastructure, ils se disent ça vient probablement de chez OVH Cloud, ils nous appellent, ils ouvrent des incidents. Les équipes support sont là pour y répondre de la manière la plus soit proactive, soit en réactif, mais de la manière la plus rapide possible, en fonction de 4 niveaux différents de support. On va peut-être pas rentrer aujourd'hui dans le détail de ces 4 niveaux de support. C'est justement l'objet de prochaines explications, en tout cas de prochaines vidéos. Voilà, exactement. Et donc, au-delà de ces problèmes ou de ces incidents que nos clients peuvent avoir, ils font appel à nous sur un autre type d'activité. C'est plutôt sur, on est en train de faire évoluer nos infrastructures ou bien on est en train de migrer vers chez vous. Donc, c'est plutôt sur des projets, on va dire, ou des gros changements, ou des transformations numériques, on peut appeler ça, ou de la cloudification de leurs infrastructures. Donc, dans ces cas d'usage, ils vont faire appel à nous pour leur demander, écoutez, comment vous pouvez nous aider, vous, OVH Cloud, à migrer nos infrastructures, à construire une architecture propre, redondée, sécurisée. C'est quoi les chemins de migration? Donc, on a des guides techniques qui sont à disposition de nos clients sur docs.vhcloud.com, mais on a aussi les équipes de services professionnels justement pour les accompagner sur des cas d'usage qui parfois peuvent paraître un peu complexes pour nos clients. Le but, c'est de démystifier tous ces aspects-là et surtout de leur simplifier la vie
lorsqu'ils arrivent chez nous. Voilà un D'accord, petit et du peu coup, les différences. par quelle magie finalement vous rentrez en contact avec les clients et leurs besoins? Comment ça se passe? Quels sont les points d'entrée au final et comment vous prenez conscience? Ou est-ce que les gens viennent vous voir? Est-ce que vous allez les voir? C'est quoi la mécanique? Alors, il y a, on va dire, trois grandes manières de venir chez nous ou de faire appel à nos équipes. La première, c'est les commerciaux qui sont en contact direct avec nos clients et les clients leur disent bah, écoutez, moi, je n'ai pas forcément l'expertise ou le temps, ou j'ai besoin de gérer le risque de migrer mon infrastructure de prod vers chez vous. Est-ce que vous n'avez pas un service pour nous aider dans ces migrations? Donc ça, voilà, donc ça vient des commerciaux directement. Le deuxième, c'est le site web. Sur le site web, vous avez effectivement sur ovhcloud.com/professional services. Je pense qu'on va voir apparaître le lien dans pas longtemps. Mais, Donc, parce qu'on a une. Coucou la régie. ok. Donc en tout cas, sur ce lien-là, si vous cliquez dessus, vous aurez aussi un formulaire à remplir. Donc pour des prospects par exemple, et en cliquant et en remplissant ça, il y a peut-être des éléments de contexte à donner. Et vous êtes rappelé par un commercial aussi. Et en général, elles font appel à nous directement en fonction de la demande et du besoin. Donc voilà, les deux grandes demandes, elles peuvent venir par ces deux biais-là. Et puis, ça peut venir aussi du support. Donc, par exemple, des clients qui tout simplement ont ouvert un ticket en se disant j'ai besoin de conseils sur de l'architecture, comment optimiser mon adresse IP, comment mettre en place une architecture redondante. Ils se sont dit on va ouvrir un ticket, ce n'est pas de l'incidentologie. Et de temps en temps, les équipes support nous font appel à nous aussi pour aider et accompagner nos clients avec le bon niveau de prestation, on va dire, d'accompagnement attendu par nos clients. Donc, voilà un petit peu les trois grands biais pour faire appel à nos équipes. Jusque-là, ce qu'il dit, c'est vrai. Je préfère m'assurer parce que non, ça va. Tu valides? Ok, donc c'est valide. Je ne prends pas trop de risques non plus. Mais... Non, ça va. Justement, tiens, je vais juste faire un petit focus sur quelque chose qui me paraît important. C'est est-ce que les clients aujourd'hui peuvent arriver vous voir? Ça ne serait pas forcément sur une envie de migration ou quoi que ce soit, mais avec un besoin spécifique qui serait par exemple de garantir que leur infrastructure est respecte la souveraineté numérique, soit par éthique, soit par besoin réglementaire ou tout pas. Et je sais que ça peut être un gros sujet et c'est une question que je me pose par rapport à la tendance. Est-ce que vous voyez ces requêtes-là arriver? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que ça évolue? C'est par rapport à la souveraineté numérique et les professionnels services. Qu'est-ce que toi tu vois de manière globale? Ok, bah écoute, là aussi tu poses une bonne question, Olivier. Du coup, on a de plus en plus de demandes qui nous viennent de ces clients qui veulent du souverain, mais qui veulent aussi arriver sur des architectures complètement certifiées SecNum Cloud par l'ANSSI. Donc, on a mis en place ce type d'architecture qui a été certifié depuis plus d'1 an, quasiment 1 an et demi. Et on a eu de plus en plus de clients. Et là, ces derniers temps, il y a une croissance très forte justement de ce nombre de clients qui souhaitent non seulement avoir du souverain, mais des architectures sécurisées, basées en France ou en Europe, gérées par des fournisseurs de cloud européens. Donc ça, effectivement, la tendance, clairement, est à la hausse. Avant, on en voyait quelques-unes par mois, après quelques-unes de plus en plus par semaine. Et aujourd'hui, c'est quasiment toujours. On voit effectivement des nouvelles demandes de nos clients. Et peut-être que j'anticipe la question d'après, qui est quelle typologie de clients? Par exemple, quelle typologie de clients? Sans les citer, bien sûr, mais c'est ça. Est-ce que vous travaillez qu'avec des grands comptes, ou ça intègre aussi les petites entreprises? Effectivement, c'est une bonne question que tu me fais te poser, Lionel. Et écoute, c'est vrai qu'on pense que c'est que les ministères ou que l'administration publique qui fait appel et qui a ce type de besoin de certification SecNum Cloud. Il se trouve que, bien évidemment que oui, ces clients-là déjà font appel à nous parce qu'ils ont besoin de souveraineté et d'avoir leurs infrastructures où elles savent où sont hébergées les données de manière sécurisée, encryptée, etc. Et on a aussi toute une palette ou un ensemble de clients qui nous viennent des startups, depuis des startups jusqu'à des grands groupes privés qui viennent chez nous, donc, et de plus en plus justement. Donc j'aurais tendance à dire tout secteur confondu, c'est pas que le secteur de la défense, de la santé, mais également tout type de secteur confondu, et ça vient une fois de plus de petits groupes comme de grands groupes qui sont intéressés par ce type d'infrastructure cloud privée certifiée. Ok, tu confirmes toujours ce que dit Non, après, ce qu'il y a, c'est que donc il y a aussi le côté cloud souverain. Oui. Et donc du coup, géolocalisation de la donnée, savoir qu'elle est bien hébergée en Europe, en France et tout ça. Ouais. Mais il y a aussi une prise de conscience de la part des clients sur la partie sécurité.
Le fait de vouloir protéger sa donnée, protéger potentiellement les informations de leurs propres clients à Oui, eux. parce qu'avant d'être réglementaire, quand même, il y a des vrais quand même, outils qui servent la sécurité quand même C'est ça. parmi tout ça. Ouais. Et du coup, d'avoir cette offre Secnum Cloud, donc, qui suit les bonnes pratiques mises à disposition par l'ANSSI, que l'on respecte sur nos infrastructures, les clients doivent aussi les suivre au niveau applicatif. Du coup, on fait pas mal d'accompagnement de ce côté-là, parce que du coup, même si on fournit un service managé ou on aide le plus possible le client en fournissant déjà une infrastructure sécurisée sur du matériel dédié, dans des salles sécurisées dédiées pour ces aspects-là, il y a quand même aussi l'accompagnement au niveau de l'application. Si l'application elle est pleine de trous au niveau sécurité, on peut être sur du hardware très sécurisé. Ça change rien. La sécurité, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Et du coup, effectivement, il y a une grosse prise de conscience sur cette partie-là. Et du coup, les clients font davantage appel à nos services et de plus en plus, effectivement, sur les offres Secnum Cloud. D'accord. Donc, du coup, toi, dans tes interventions, est-ce que c'est un sujet spécifique que tu as à gérer toi uniquement ou alors ça peut aller au-delà, sans partir du Secnum Cloud ou tout ça? En impact, concrètement, l'impact, ça serait quoi? C'est-à-dire, on s'assure, on fait de la sécurité à tous les niveaux, en termes de réseau, en termes d'infra, en termes de... C'est spécifique ou ça peut être tellement large? Alors, il y a un premier... donc, quand un pack Secnum Cloud est fourni à un client, on fournit un accompagnement de facto Professional Services avec ce pack Secnum Cloud. Puisque c'est quand même quelque chose d'assez critique. C'est quand même une offre particulière. Ok, sécurité, encore une fois, mais ça peut apporter un peu des côtés, des complexités en termes d'implémentation, réseau. Souvent, on va parler de tunnel VPN et ainsi de suite. Et donc, du coup, de facto, on va accompagner avec un premier pack d'initialisation, on va dire, pour démarrer l'offre Hosted Private Cloud, Secnum Cloud pour le client. D'accord, donc je vois en fait, vous, ce que vous fournissez, c'est pas des trucs clés en main, c'est de la prestation. Enfin, de la prestation, c'est du. Comment est-ce que vous. C'est pas un outil. Vous, en fait, vous proposez, c'est quoi? C'est la formalisation un petit peu de votre. Contractuellement de votre intervention. C'est un contrat, c'est au jour, s'il y a des... Comment ça se passe? Donc nous, quand on intervient globalement, tout pack professionnel services confondu, Secnum Cloud ou pas, c'est des packs qui sont du coup mis à disposition du client à la journée. Le plus petit pack, ça va être 8 heures, une journée. Et du coup, le client peut souscrire à des packs d'heures comme ça. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, quels que soient les 4 univers. Hosted Private Cloud, Public Cloud, Web Cloud. Web Cloud, en général, il y en a assez peu, pour être honnête. Mais sur les 3 autres, Bare Metal aussi, là, on a beaucoup de demandes. Ça, sur ce périmètre-là, et dans l'intervention qui va être soit de la formation, de l'accompagnement ou de la migration. C'est ça. Et, tout ça. Donc, formation jusqu'à migration. Formation, migration. En fait, le client, il a, par exemple, il souscrit à un pack de 8 heures, admettons, et il consomme ces 8 heures exactement comme il le souhaite. Donc, déjà, il peut utiliser heure par heure, faire 1 heure par semaine, 2 heures par jour, consommer les 8 heures d'une seule journée. Ça, on est très flexible, très souple là-dessus. Et après, il peut dire, moi je voudrais faire 2 heures de formation sur tel sujet pour monter en compétence sur telle technologie. D'accord. Puis après, je voudrais qu'on mette en pratique ces 2 heures de formation en essayant de migrer mon application lambda sur votre offre public cloud, ou plus exactement, par exemple, sur Kubernetes, sur votre offre public cloud. Ça, c'est souvent des use cases qu'on a. Donc là, forcément, c'est un échange avec le client. On va lui dire, là, c'est peut-être un petit peu ambitieux en 2 heures de vouloir faire tout ça. Ou alors, oui, effectivement, on a déjà des supports de formation. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et effectivement, on peut vous accompagner là-dessus. D'accord. Et je vois, donc en fait, c'est assez simple. J'imagine, je prends autant de jours, puis j'en fais ce que j'en veux. C'est ça. Il y a des garanties quand même de résultats ou de dire, est-ce qu'on ne se dit pas à un moment, c'est pas toujours les mêmes demandes, du coup, c'est tellement vaste, qu'il peut y avoir des choses hyper complexes sur lesquelles vous allez devoir passer énormément de temps, alors qu'il y en a d'autres qui paraissent énormes et finalement, c'est déjà pratiquement automatisé et facile à faire. Il y a des garanties. Quelles sont les garanties justement? Comment ça se passe? Déjà, la première garantie, c'est que nous, on est mesuré, on a des indicateurs de suivi de la satisfaction de nos clients. À la fin d'un projet, ou même en plein milieu, on envoie une enquête de satisfaction à nos clients avec une dizaine de questions. Donc on est mesuré dessus. Donc ça veut dire qu'on regarde, on analyse tous les bons points, bien évidemment, et on est content parfois quand on dit voilà, c'était génial de travailler avec Olivier ou avec François, on est toujours content d'avoir ce genre de retour, mais on est aussi content quand on a parfois des remarques disant tiens, voilà, là j'aurais aimé telle ou telle chose, donc ça nous permet nous aussi de nous améliorer. Donc on est mesuré dessus et il y a une note entre 0 et 10
sur la prestation en elle-même. Donc ça, c'est sûr que c'est un engagement fort de notre part. Est-ce qu'on a des engagements de résultats maintenant sur certaines prestations? Oui. Par exemple, un client qui nous demande un audit ou un health check de leur infrastructure hosted private cloud, il va s'attendre à avoir un livrable à la clé avec un certain nombre d'éléments qui vont être jugés et on va leur faire des recommandations très fortes dessus. Donc là, oui, il y a un engagement de résultat avec un livrable à la clé. Et il est défini clairement dès le début. C'est défini dès le début et on lui dit, voilà, vous aurez tel livrable avec un certain nombre de points qui vont être contrôlés. Je pense à ça, mais il y a d'autres offres, les formations, par exemple. Là aussi, on n'achète pas forcément un crédit d'heure, mais c'est lié aussi à une prestation avec un engagement de résultat. Il faut que la formation quand même soit effectuée avec le livrable à la clé également. Mais de manière générale, dès qu'on assiste nos clients sur des migrations, sur des sujets un peu plus complexes, c'est en fonction du temps passé. S'il y a besoin d'engagement très fort sur des projets très complexes, nécessitant des centaines de journées hommes ou des dizaines. Vous pourriez arriver en limite de capacité ou de compétences. Aussi bon que vous soyez, des fois, il peut y avoir quand même des limites. Dans ces cas-là, on fait appel à notre large écosystème de partenaires. On en a je vais dire des dizaines, c'est plutôt des centaines dans le monde, des gros comme des petits. Je peux peut-être en citer quelques-uns comme des Cap, des Sopra que tu dois certainement connaître, mais des plus petits comme Particio qui font partie de nos quelques partenaires clés, mais on en a beaucoup dans chaque pays et qui ont non seulement la langue locale, par exemple on a des partenaires en Espagne, en Italie, au Canada, en Allemagne et dans d'autres pays qui justement accompagnent nos clients, soit sur ces migrations parfois un peu complexes avec de l'engagement de résultats, donc c'est vraiment ce qu'on appelle du turnkey services, du clé en main. Et parfois, ces mêmes partenaires peuvent potentiellement faire appel à nous également, ou on peut faire appel à eux. Donc voilà, il y a toutes les possibilités en fonction des demandes de nos clients. D'accord, bon. On va revenir, je pense, après un petit peu sur des exemples de demandes, parce que je trouve ça intéressant, parce que on ne va pas toutes les expliquer ou les démontrer. Mais je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais si j'avais une question à te poser, elle me reviendra. Voilà. Donc je parlais d'exemples. Donc du coup, Cyril, toi, tu interviens, je pense, régulièrement. Si tu avais, par exemple, un exemple concret, le truc un peu, ce qu'on te demande assez souvent, ou ce qui te paraît le plus marquant à montrer ou à expliquer, ça serait quoi? Alors, donc du coup, un sujet qui revient régulièrement en ce moment, ça va être tout ce qui va tourner autour des solutions cloud natives. Donc la conteneurisation, Kubernetes, Docker, tout ça, ce sont des sujets maintenant qui vont vraiment le vent en poupe et qui reviennent très régulièrement, très fréquemment. Pour containeriser ou gérer ces conteneurs? Alors, on a un peu de tout. On a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent, bon bah voilà, moi je suis une start-up ou alors je suis en train de développer un nouveau produit. Et en fait, les clients le sentent. Ils ont bien compris ça, qu'il y a cette nouvelle notion, cette nouvelle façon de développer une application pour pouvoir la packager, la mettre plus petite unité pour pouvoir la mettre dans des conteneurs et potentiellement la scaler, la répliquer ou avoir plein de petites applications qui vont communiquer les unes avec les autres pour avoir un écosystème global à la fin. D'accord, plutôt vraiment une approche microservice. Voilà, exactement. C'est la définition type du microservice, effectivement. Et du coup, ça, ils l'ont bien compris. Donc, ils ont commencé leur développement. Puis, l'outil le plus simple à prendre en charge pour souvent un développeur, ça va être Docker. C'est assez facile à installer, assez facile à utiliser. Ils font du packaging avec Docker, puis ils s'installent une machine virtuelle, puis ils déploient leur application avec Docker dessus. Ça marche bien, ils sont contents, mais ils le sentent, il manque quelque chose. Après 1 ou 2 années de prod comme ça, ils se disent ça continue de grossir, j'ai de plus en plus de machines virtuelles, ça devient un peu le bazar à gérer. Et effectivement, là, ils le sentent et ils entendent parler de la technologie qui fait de plus en plus parler d'elle ces dernières années, Kubernetes. Mais qui, elle, contrairement à Docker, est une technologie beaucoup plus compliquée à prendre en main. Il y a des gens qui seraient full Docker, genre avec Docker Compose, Swarm, exactement. Des produits comme ça un peu historiques. Ouais, même Swarm, en général, la partie clusterisation, elle n'y est pas trop en général. C'est souvent des hosts standalone qui ne parlent pas spécialement les uns avec les autres, avec le Docker Engine qui est installé partout et puis des conteneurs. Aujourd'hui, on pense conteneur, GoCube. C'est ça. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une marche qui est assez haute à passer. Et du coup, on a pas mal de clients qui nous disent, voilà, j'ai bien compris, mon application elle commence à bien fonctionner. Par contre, Kubernetes, ça me fait peur. Ça a l'air compliqué. Je n'y connais rien. J'ai bien compris ce que c'était qu'un conteneur. J'ai bien compris tous les bienfaits que ça pouvait apporter. Mais j'ai besoin d'accompagnement, j'ai besoin d'aide. Kubernetes, est-ce que j'ai besoin de le déployer? Comment ça fonctionne ça? Donc nous, on accompagne, puisqu'on a un service managé chez OVH.
manage Kubernetes sur Dans Public l'offre, Cloud. Public Cloud. Ouais, exactement. Et du coup, on accompagne là-dessus. Donc déjà, comment l'utiliser, comment le déployer, les bonnes pratiques. Donc ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Et souvent, fréquemment, on fait du training autour de Kubernetes pour faire une première montée en compétences auprès du client pour qu'il s'approprie Kubernetes. Un peu. Comment ça se passe en fait? C'est vous le faites à la place du client et vous donnez un livrable, ça y est, tout est installé, v'là la doc, ou vous avez une autre approche? Non, on a une autre approche. Donc nous, très rarement, dans 99,8% des cas, on ne va pas faire pour le client. C'est le client qui va faire. Donc souvent, on va faire l'analogie du pêcheur, un petit peu. On apprend à pêcher plutôt que de donner du poisson. Voilà. Pour les plus anciens. Bonne analogie. Une petite analogie biblique. Et du coup, effectivement, souvent, on est en conf call avec le client. Le client partage son écran et on lui dit « Ok, on va faire ça. Nous, notre recommandation. » Donc d'abord, il y a toute une étape préliminaire de découverte du projet. Nous, on a besoin de s'approprier un petit peu l'application, le use case du client. Ça va être différent en plus selon les cas. Bien sûr. Oui. Ils ont tous des besoins, des contraintes différents. Ils sont dans des secteurs d'activité qui vont être plus ou moins critiques, qui vont demander plus de résilience, plus de performance. Donc ça, nous, on a besoin de le savoir. Donc on s'approprie un petit peu. En fait, on intègre vraiment, à proprement parler, entre guillemets, la société du client et on devient son collègue de travail de tous les jours. D'accord, donc ça plusieurs jours, j'imagine, où voilà, il y a une intégration. Ça dépend après du pack d'heures. S'il n'y a que 8 heures qui ont été prises, effectivement. Du coup, prise de connaissance, c'est essentiel. Voilà. Mais du coup, effectivement, après, on conseille au mieux avec ce qu'on a, le client, quoi. Et donc, du coup, après, souvent, on fait la partie formation et après, on guide le client en lui disant, là, on va faire cette chose-là, de cette manière. Et comme ça, du coup, il continue de monter en compétences aussi, il se l'approprie parce que c'est lui qui le fait. Et voilà. Parfait, ok. Et donc là, pour la partie cube, effectivement, donc ça représente, je sais pas, une grosse majorité quand même des demandes aujourd'hui. Ouais. Alors moi que je gère, alors on a la chance chez OVH, c'est assez souple et c'est assez flexible. Lionel là-dessus, c'est cool puisqu'on peut faire un peu les sujets qu'on veut. Et moi, je me suis placé sur ce sujet-là en priorité puisque c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc du coup, moi, je fais principalement ça, mais effectivement, il y en a de plus en plus, ça arrive beaucoup. On a des clients qui ont des contraintes, comme on le disait tout à l'heure, de souveraineté, ma donnée, où est-ce qu'elle doit être hébergée, donc qui était hébergée chez les hyperscalers. Par exemple, Amazon, Google, on peut les citer, il n'y a pas de souci. Ils étaient très contents de la qualité de service fourni, tout ça, mais par contre, il y avait effectivement cette contrainte de ne pas savoir exactement où la donnée physiquement était localisée, ou c'était régi par une entité américaine. Donc ça, dans certains cas de figure, ça peut poser problème. Et du coup, on a des cas d'usage comme ça où là, j'ai un cas comme ça qui a eu lieu, c'était courant d'année dernière, où toutes les applications étaient déployées de façon conteneurisée sur un service Fargate chez AWS. Et en fait, du coup, on a proposé une prestation où on a accompagné le client, on l'a formé sur Kubernetes parce que cette personne-là ne connaissait pas Kubernetes. On a déployé le cluster Kubernetes avec cette personne sur notre public cloud en utilisant le manage Kubernetes. Puis, on a converti son application, les templates de déploiement Fargate en mChart pour déployer sur Kubernetes. Et on l'a déployé avec cette personne qui après s'est approprié le mChart, l'a amélioré. Après, on l'a formé aussi sur le Day 0 et le Day 1, donc comment pousser en production son application et après comment opérer son application en production. Voilà, et jusqu'où vous poussez le curseur un petit peu, l'application que je vois, pour la partie, donc j'imagine, là tu nous as parlé de l'offre Kubernetes Manager qui est dans notre offre Public Cloud. J'imagine que tu dois éventuellement déjà toucher aussi des Kubernetes qui sont installés on-premise ou en private cloud. Ouais. Donc il y a toute la partie compute, network, tout ça à mettre en place. Ouais. Donc ça demande déjà pas mal de trucs. C'est un peu soulagé par l'offre Manager. Ouais. Mais après Kubernetes, une fois que c'est installé, il faut quand même l'utiliser. Donc ça, tu amènes aussi la compétence comment déployer un conteneur, comment le monitorer, comment architecturer aussi l'ensemble, accéder aux bases de données et tout ça. Et est-ce que vous allez encore un niveau au-dessus, pratiquement aux besoins du client sur de l'applicatif? C'est pas toucher au développement, mais dire quel est finalement plutôt utiliser tel moteur pour de l'API, tel truc pour du front. Là j'extrapole, mais pour que ça s'accorde tout, jusqu'où vous mettez la limite en fait? Jusqu'où le client nous permet d'aller en fait. Ça nous est déjà arrivé aussi d'avoir un client qui dit allez-y, voilà, je vous présente mon truc, prenez des notes et vous nous dites à la fin, avec un œil critique, ce que vous auriez fait peut-être différemment, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et on en reparle. Et effectivement, avec ce client-là, on a été poussé jusqu'au design applicatif
Oui, voilà, donc on est bien au-delà de l'architecture d'infra en Ah fait. oui, On bien est, sûr. d'accord. Bah, de toute façon, c'est un peu mandatory, j'ai envie de dire maintenant, avec ces infrastructures cloud natives, puisque bah, l'application va avoir besoin d'aller communiquer directement au plus profond de l'infrastructure, histoire d'avoir vraiment quelque chose de plus, on va dire, presque un peu de vivant. Il faut que l'infrastructure elle puisse grandir, se soigner elle-même, ce qu'on appelle le self-healing, l'autoscaling. Et en fait, tout ça, bah, c'est l'application qui va être en mesure d'interagir avec l'infrastructure et l'infrastructure qui va être capable de comprendre dynamiquement aussi l'application au travers bah, de standards, de bonnes pratiques qui sont de plus en plus définies et qui font partie de la communauté open source. D'accord, non, c'est bien. En fait, j'étais en train de rajouter en fait encore une dimension à votre champ d'activité. Mm. Donc ça va très très loin. Donc, Ouais. on parlait de réseau aussi parce que pour faire la glue un petit peu entre tout ça, Mhm. c'est des sujets que tu dois voir aussi arriver et potentiellement qui doivent être impactants dans le choix, dans les décisions des entreprises pour dire comment, ok, je veux migrer, mais comment est-ce que je migre? Oui. Moi, j'ai mon infra, j'ai mon SI, j'ai mon data center. Comment je vais vers vous progressivement ou pas? Le réseau, c'est une opinion personnelle. J'ai l'impression que plus ça va, moins c'est appréhendé aussi Ouais. par les entreprises ou par les gens, du fait de l'infra as code en fait, qui a tendance à ramener aussi beaucoup d'éléments d'infrastructure vers les développeurs. Mais du coup, dans l'infrastructure, il y a quand même la partie network. Et moi, en tout cas, de ce que j'en vois, on a l'impression que le networking, toute la partie réseau, ça devient quelque chose de compliqué. Et ça, Ouais. globalement. Et comment justement vous gérez ça? Comment vous amenez ça vers les clients pour soit leur proposer un truc tout fait ou les former sur comment avoir un bon networking et quel type de networking? C'est une Ouais. question énorme que je te pose là. Ouais, Et maintenant, débrouille-toi. ça marche, je vais faire au mieux. Merci Olivier. Alors moi, je vois plusieurs aspects. En fait, déjà, pourquoi cette partie networking, elle devient de plus en plus effacée, compliquée ou un peu floue. C'est que bah, on a pris l'habitude d'aller chez les cloud providers et en fait, ils en font une grande partie pour nous. Par exemple, tout ce qui va être univers public cloud, on démarre la machine virtuelle, elle récupère automatiquement une adresse IP, quelle est la layer réseau qui est en dessous, l'infrastructure et tout ça. On se pose même plus la question. Alors, C'est automatique. je suis obligé d'intervenir. Ouais. J'insiste, si vous faites du public cloud chez nous, vous déployez des composants, déployez dans du réseau privé. Vous Ouais. pouvez déployer du réseau privé dans du public cloud, faites-le. Faites-le Ouais. pour plein de raisons, d'économie d'adresse IP, on y reviendra, Ouais. mais faites-le. Et donc, Ouais, excellent et conseil. Ouais. pourquoi on le fait pas? J'ai l'impression parce qu'on ne le sait pas et qu'effectivement, par défaut, c'est peut-être pas la première option. Si je devais choisir, moi je dirais par défaut, on a un environnement, on fait un réseau privé, on le déploie dans un Oui. réseau privé. Par contre, ça implique effectivement d'avoir ces compétences-là. Si je les ai pas, comment ça se passe et Bah, du coup, qu'est-ce que tu fais? donc ça va être là où on va intervenir effectivement et du coup avoir ce regard un petit peu, cet œil un peu critique où on va dire bah attention, là vous avez exposé toutes vos machines virtuelles directement sur Internet avec une adresse IP publique. Donc déjà en termes d'économie d'adresses IP publiques qui sont plutôt en rupture à travers le monde, Ça devient cher. alors de 1 c'est pas top, de 2 ça devient cher. Ouais, de 3 il y a peut-être meilleure façon et puis possibilité de réutiliser. Voilà, il y a pas mal de points qu'on va pouvoir couvrir et qu'on va pouvoir accompagner. Donc oui, effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on va regarder, accompagner le client, faire des propositions. Je vais prendre un exemple, par exemple, un client qui a qui veut brancher son data center Ouais. chez nous Bah, pour ça, faire une petite migration tranquillou vers un private cloud ou Ouais. utiliser aussi des produits du public cloud avec son private cloud ou son infra. à lui. Ouais. Bah alors, du coup, nous, chez OVH, on a un produit en interne qui va s'appeler le Verac et qui va Ouais. permettre déjà d'interconnecter sur les 4 univers, 3 univers, le Hosted Private Cloud, le Public Cloud et les Bare Metal Servers. Ouais. En gros, ça va permettre de faire un réseau privé à travers les data centers, à travers les régions, à travers les 4 univers et de pouvoir interconnecter ces différents univers. Donc, une machine virtuelle déployée sur Public Cloud va être tout à fait en mesure d'aller pigner un gros serveur dédié avec 2 gros processeurs, 1 Tera 5 de RAM, directement sur un réseau privé. Donc ça se configure. On va pouvoir faire du design réseau là-dessus et tout ça. Et après, pour la partie migration ou alors peut-être cloud hybride, donc avec une moitié d'infrastructure chez soi, on-premise, dans son garage ou alors directement dans sa DSI, dans son data center, Ouais. et l'autre moitié pour faire du débordement dans le cloud, là on va avoir 2 possibilités. Soit on passe directement par Internet, donc Ouais. si On sort, on rentre. Voilà, sur le via des réseau VPN public. Et là, du coup, effectivement, grande question, comment on sécurise ça, le niveau des performances. Donc là, on va mettre souvent en place des solutions type VPN. Comment ça se configure, quelle solution, est-ce qu'on va mettre une gateway, pourquoi, comment, la redondance. Donc design réseau encore,
sur lequel on va intervenir. Et après, on va avoir le cas de figure où on va, quand c'est possible, puisque ça ne va pas tout être possible géographiquement parlant, pouvoir utiliser un autre produit qui va s'appeler OCC. C'est quelque chose qu'on a chez nous, c'est ça. C'est ça, ouais. OVH Cloud Connect. Ok, OVH Cloud Connect. Je crois on va pouvoir vous envoyer un lien. De toute façon, donc qu'est-ce que c'est l'OVH Cloud Connect finalement? En fait, c'est donner la possibilité au client de connecter directement une fibre physique qui arrive dans son data center, de le connecter à sa DSI et pouvoir le connecter directement sur le backbone, sur notre réseau physique OVH Cloud. Voilà, donc là on est au niveau 2, un petit peu au niveau physique. Et après, donc j'imagine qu'il y a toutes les problématiques de routage que le client pourrait se poser. Moi, j'ai mon plan d'adressage network, mon niveau 3. C'est ça. Vous avez le vôtre. Comment ça marche? Déjà, niveau 2, niveau 3, OVH Cloud Connect est compatible avec les deux. Donc on va pouvoir le configurer en mode L2, donc juste au niveau des MAC adresses par exemple, ou alors au niveau L3 et faire du routage par-dessus. Donc déjà, quelle est la bonne offre? Pourquoi le configurer comme ça et pas autrement? Donc ça, effectivement, on va accompagner le client. Ouais. Ensuite, en général, quand on a un client qui va prendre ce type d'offre, il ne va pas en prendre qu'un seul, il va en prendre deux pour avoir une résilience et deux routes disponibles géographiquement. Et ça permet d'avoir une forte redondance. Parce que s'il y a une mini-pelle qui arrive et qui arrache la fibre, manque de bol, la fibre, c'est pas très solide. Donc du coup, c'est toujours pratique d'avoir un deuxième lien géographique qui passe par une autre ville, un autre endroit. Ensuite, quand on va venir mettre ça, en général, on va déployer bien souvent quand même du niveau 3 par-dessus et on va faire appel à des protocoles de routage dynamique. Par exemple, BGP, Border Gateway Protocol, c'est un des protocoles réseau qui route en partie, une bonne partie d'Internet. Donc, pour vous dire la complexité de ce protocole, comment le mettre en place, les bonnes pratiques. Quand on a deux liens, on peut très bien aussi avoir un paquet réseau qui va partir dans un sens, la réponse qui va arriver dans l'autre, ce qu'on appelle du routage asymétrique. Certains équipements n'aiment pas ça du tout, vont supprimer carrément le paquet réseau, on ne va pas comprendre pourquoi, troubleshooting, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des éléments qu'on a déjà mis en place, sur lesquels on a déjà accompagné des clients. On a des designs types, et donc du coup, souvent pour ce type de cas un peu particulier, on va intervenir dès l'avant-vente en fait. Oui. Et du coup, on va dire au client, OK, quel est votre use case, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, parce que les problématiques réseau, je pense que c'est les premières à mettre en place. Effectivement. Effectivement. Et donc du coup, avant même de dire au client, voilà, il faut commander, puis après on verra, les professional services feront au mieux. Non, on intervient aussi en avant-vente, c'est super important, pour dire effectivement, ça va être faisable. Par contre, il va falloir passer par tel produit, ça sera plus optimum que de passer par tel produit. Ok, donc on voit que vraiment vous couvrez toutes les couches, tous les niveaux en fait d'infrastructure. Donc après, sans rentrer dans le détail, mais après j'imagine qu'il y a la partie disque aussi, la partie stockage, la partie latence. En fait, souvent les disques qui sont mis en réseau, la latence, la proximité. J'ai pris tel service dans tel data center, par exemple à Gravelines, tel autre service dans tel autre data center en Allemagne. Je ne comprends pas pourquoi mes performances ne sont pas top. Oui, effectivement, il y a une distance qui est importante. La vitesse de la lumière, c'est une constante. Ça implique de la latence. Et du coup, ça, c'est des choses sur lesquelles on a aussi un devoir de conseil et sur lesquelles on peut intervenir. Enfin, on intervient aussi régulièrement. Donc un périmètre assez large. Au niveau infra, je vois que c'est très vaste. Après, on va remonter un petit peu les couches. Je vais toujours revenir sur la partie un petit peu adressage IP. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent et disent justement, ce problème-là, tiens, j'y pense. L'IP, ça coûte trop cher. Oui. Comment je mutualise, comment j'optimise et tout ça. Je sais peut-être des exemples sous le coude. Ouais, typiquement, on a eu un exemple comme ça il y a 1 ou 2 mois. Un client qui fournissait un service qui mettait à disposition pour les écoles en fait. Un service un petit peu comme Pronote. Ouais. Et du coup qui permettait de renseigner effectivement les notes scolaires pour une classe, mettre à disposition les cours, les documents, les devoirs et ainsi de suite. Et pour chaque classe d'une enseigne, d'une école, il y avait un site, voire 4 sites qui étaient hébergés. Et pour chacun de ces sites, il y avait une adresse IP publique. Oui, d'accord. Donc en fait, son système fonctionne bien. Il a réussi à bien le vendre et tout ça. Et là, il était à un peu plus de 3000 sites, il y a 1 ou 2 mois. Et du coup, un peu plus de 3000 adresses IP publiques. Bon, le premier key driver, ça n'a pas été je me sens mal, je pense que je consomme beaucoup d'adresses IP à travers le monde, j'aimerais bien. Le prix, directement. C'était le prix, effectivement, c'était le premier key driver. Et donc du coup, là on a regardé, donc on s'est un peu approprié son application, puisque c'était important de savoir quel type d'application le client hébergeait. Est-ce que c'était une application plutôt orientée web, protocole HTTP, c'était le cas. Et du coup, on a mis en place tout un design basé sur du reverse proxy, rien de bien compliqué en soi, mais en fait qu'on avait déjà vu un petit peu au travers des design types qu'on retrouve dans Kubernetes avec les notions d'ingress. Bon, là c'était pas pour du conteneur,
basé sur Kubernetes. C'était pour des applications qui tournaient dans des machines virtuelles sur du conteneur LXD. Donc du coup, on a remis en place un design un petit peu similaire au système d'Ingress avec la gestion des certificats HTTPS. Donc un reverse proxy dédié pour... Exactement, c'est ça. En fait, on a mis plusieurs reverse proxy histoire de quand même répartir la charge sur plusieurs serveurs. De ne pas créer un SPOF au final, Voilà. remplacer un problème par un autre. Exactement. Donc on en a mis un peu partout, on en a mis un peu plusieurs. Chacun permettait de gérer tout un pool de serveurs et tout un pool de back-end, avec automatisation, avec Let's Script et des protocoles. La solution qu'on a utilisée, c'était Traefik, qui fonctionne très bien. Ok. C'est Traefik.io, je crois. Ouais, c'est ça. Ceux qui veulent aller voir un petit reverse. Ouais. Qui a l'avantage en fait de tirer ses configurations dynamiques dynamiquement, sur toutes les plateformes qu'il gère en back-end. Il se déploie dans Kubernetes, il peut faire Office d'Ingress Controller, il s'intègre très bien avec Docker, il est capable de se connecter avec la socket Docker et de faire du discovery automatique. Et là, dans notre cas, on le configurait dynamiquement avec des fichiers de config statiques. Et ça permettait d'apporter une grande souplesse et un truc sympa pour le client. Et là, en fait, on a fait une division. Je crois qu'il est passé de 3000. Enfin, on a fait les calculs. Ouais. Là, il est en train de tester, il est en train de faire la migration petit à petit. Est-ce que toute cette infra est gérée manuellement? Oui, d'accord. Ouais. Donc là, par exemple, d'avoir le renew automatique des certificats avec Let's Script et Traefik, c'était plutôt cool. Quand on lui a montré ça, il s'y attendait pas, il était plutôt content. Il dit que ça allait pas mal le soulager. Et en fait, on a fait un calcul rapide. On a une estimation de passer de 3000 à peu près adresses IP publiques utilisées à un peu moins de 200 pour ce client. D'accord, oui, je pense que ça fait une belle économie, voilà. 2008 en moins. Et on a une question de Titi Moli. Bonjour. Et la question, c'est est-ce qu'il arrive de devoir conseiller de réduire la complexité de ce qui est demandé par le client? Par exemple, des conseillers Kubernetes pour une solution à base d'instances plus classiques. Ouais, ça arrive. En fait, nous, notre but, c'est vraiment pas de pousser le client à la consommation, mais vraiment de comprendre un petit peu comment le client interagit avec les nouvelles technologies, les technologies cloud, quel est le temps qu'il est prêt à y passer. Et du coup, effectivement, si Kubernetes c'est trop compliqué et qu'au final, ça va le frustrer, ça va le bloquer, oui, c'est pas une bonne approche. Vaut mieux qu'il déploie 3 VM avec Docker d'installer dessus. En plus, si c'est quelque chose que toute son équipe a l'habitude de faire, autant qu'il parle là-dessus. Donc, effectivement, on s'adapte avant tout. Oui, pas faire du Kubernetes pour faire du Kubernetes au final et d'adapter vraiment aux besoins. Voilà, effectivement. Et puis je suis vraiment pas surpris par la réponse. Mais ouais, de toute façon, même si effectivement on aimerait que les gens aient autant de temps à passer que ce qu'on pourrait souhaiter sur Kubernetes, allez-y, formez-vous, c'est the way to go, on le sent. Mais tout le monde n'a pas ce temps à investir, tout le monde n'a pas spécialement envie aussi de passer sur des... Peut-être une étape à faire d'abord, c'est apprenez déjà à penser cloud, à développer en conteneur avant, et puis après on fera du cube juste pour faire de l'orchestration éventuellement. Puis il faut toujours quand même se poser la bonne question de ok, Kubernetes c'est bien, en plus d'avoir de la haute disponibilité, j'ai de la fault tolerance puisque je vais pouvoir scaler, je vais pouvoir plusieurs... Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que si c'est pour héberger un petit site où je vends mes pots de confiture dessus, est-ce que c'est pas un petit peu overkill? Est-ce que ça va pas me... Ça dépend de la confiture, j'ai envie de dire. C'est pas. Lionel, est-ce que ce qu'il a dit c'est correct? C'est 100% correct. Bien évidemment, je valide. J'avais une petite question. Là, je vois si quelqu'un nous voit en live ou revoit le replay après, il dit ok, je suis convaincu, ça me fait penser, moi j'ai peut-être besoin finalement je découvre, ça peut m'intéresser, une première prise de contact, une question. Donc du coup, là comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire à l'instant pour vous contacter en fait et vous exposer le sujet? On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais je te laisse... Écoute, très simple, soit ces personnes-là sont déjà en relation avec un commercial, à ce moment-là, il y a qu'à contacter le commercial qui se mettra en relation avec nous, très facile. Deuxième option, ils ont le site web, ils tapent Professional Services OVH Cloud ou sur le lien peut-être qui va apparaître. On l'avait envoyé tout à l'heure déjà. Dans et là, il y a un formulaire, 5 secondes pour remplir le nom, l'adresse email, de trop d'informations. Je souhaiterais contacter. Ça arrive directement chez vous. Ça arrive sur une plateforme qui est lue par des commerciaux et qui font appel directement à nous. C'est une question technique, s'il y a besoin de qualifier ou de voir tel ou tel besoin. Tout à fait. D'accord, ok. Ok, pour moi c'est limpide.
vois, est-ce que j'aurais oublié d'aborder quelque chose ou est-ce que vous avez des choses à rajouter? En tout cas, pour moi, c'était très clair. J'ai appris énormément de choses en fait, parce que franchement, je ne connaissais pas du tout. On se croise des fois dans les couloirs, on papote, on prend des cafés, mais je ne connaissais pas l'ampleur en fait. Un peu vertigineuse de votre activité. Donc, à titre personnel, je suis très admiratif. Est-ce que j'aurais oublié de dire autre chose ou vous vouliez, vous, peut-être rajouter quelque chose à ce qu'on a présenté aujourd'hui? Bah, écoute, non, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Peut-être un élément sur une journée type, par exemple, tu vois, des équipes Professional Services qui peut peut-être intéresser notre public. Si jamais tu dois recruter des gens, on ne sait jamais. Comment ça il se peut y passe avoir des chez postes vous, ouverts dans les semaines ou mois à venir. Une ambiance qui a l'air d'être assez bonne. Comment ça se passe une journée type? Eh ben, écoute, déjà l'intervention pour nos clients. Donc, on est sur des missions. Les équipes travaillent une bonne majorité de leur temps sur des missions, accompagner nos clients, comme je le disais, sur les 3 piliers dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a un peu d'activité en avant-vente pour aider parfois nos forces commerciales et nos clients à bien essayer d'identifier leurs besoins, etc. Voilà, pour identifier le besoin, le scoper éventuellement, tel ou tel type de prestation et la bonne prestation pour nos clients. Et puis, on intervient beaucoup sur la formation. Donc, les équipes se forment. Et je leur dis à chaque fois, ne vous formez pas en dehors des heures de travail, mais pendant les heures de travail. Et il y a au moins 20% de leur temps qui est prévu pour ça. Sur, je veux bien le croire, oui. Sur la certification VMware, sur la certification Kubernetes, en fonction de... C'est des gens certifiés plus dans tes équipes? Ils sont tous certifiés. C'est obligatoire ou c'est un choix? C'est une obligation de se certifier sur un certain nombre de choses. Ils ne sont pas tous certifiés sur toutes les technologies, ce serait beaucoup trop complexe de le faire, mais par contre tous, chaque année, augmentent leur capacité finalement à accompagner nos clients sur les différents domaines, ça c'est certain. Donc ça c'est une grosse partie de l'activité et on va dire qu'il y a un petit peu d'activité j'ai failli dire en support des équipes support, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire appel aussi à nous sur l'incidentologie ou plutôt des problèmes très complexes soumis par des clients, ils peuvent nous demander notre avis. Et là effectivement on réagit, puis on leur donne 2-3 conseils par rapport à ça. Et puis peut-être le dernier point, c'est que chacun doit aussi travailler sur des initiatives. Ça peut développer des nouveaux services pour nos clients, ça peut être travailler sur des use cases sur des labs en fonction des nouvelles offres. Et Dieu sait que voilà, chez OVH Cloud, on innove beaucoup, il y a beaucoup de solutions qui arrivent. Et chaque semaine, chaque mois. Et donc voilà, on se doit aussi d'être toujours en amont, travailler sur les alphas, sur les bêtas, sur les GA, etc. Donc pour que le jour J, ça arrive avec son lot de compétences et de documentation exactement. Et de donc voilà, à gérer. Voilà, je voulais juste apporter ce complément. Ce qu'on essaye aussi de faire un petit peu, c'est cette glue qu'il va y avoir avec les différentes product units qui, eux, développent, conçoivent les différents produits et de faire directement des retours, en fait, ou des cas concrets. On s'est rendu compte que beaucoup de clients utilisaient tel service, peut-être pas exactement comme on l'avait pensé initialement. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à adapter, à améliorer sur ce type de service? Et donc, du coup, on arrive aussi pas mal à communiquer avec les chefs de projet, les D'accord, product donc units. vous êtes finalement acteur dans la conception des produits pratiquement en demandant certaines évolutions ou certaines qui correspondent ou des fois on remonte des bugs aussi. Ça m'est déjà arrivé d'implémenter par exemple du routage dynamique avec Kubernetes sur Public Cloud et d'avoir eu un souci puisque ce cas n'était pas imaginé et du coup il y avait un élément de sécurité qui bloquait ce genre de trafic. Et de pouvoir échanger avec les product units, ça nous a fait naître des nouveaux potentiels cas d'usage. Ça a été patché, on a amélioré les choses sans mettre à mal la sécurité et en fait moi j'étais très content et j'ai trouvé ça très enrichissant de pouvoir faire évoluer le produit. Parfait, merci beaucoup. Merci pour ces compléments d'information. Lionel, Cyril, j'ai envie de dire vraiment un grand bravo et un grand merci. Merci. Avec plaisir. Ouais, et vous revenez quand vous voulez, je pense qu'on aurait de quoi exposer énormément de choses. On reviendra. On va en reparler d'ailleurs. Ça marche. Merci à vous, nous on se retrouve dans 15 jours. Ça sera, la régie va me confirmer, mais c'est un live dont le sujet sera... Non, c'est dans 15 jours, c'est lequel? Il y a un truc qui est prévu. Peut-être. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter ou sur LinkedIn, vous aurez les informations. En vous remerciant, bravo au Professional Services, merci Lionel, merci Cyril et à bientôt, à une prochaine fois. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup. Salut.